Le Burkina Faso enregistre déjà des cas d'inondation avec de graves conséquences dans certaines localités. Il faut rapidement prendre des mesures pour éviter désormais le pire durant la saison pluvieuse. Sur le sujet, le Premier ministre et les gouverneurs des régions se sont concertés ce mardi. Dans quelques instants, vous aurez la teneur de cette concertation. Un autre défi qui se présente au gouvernement, c'est d'éviter les dégâts que pourraient causer les criquets pèlerins. Le Burkina Faso se prépare à toute éventualité en mettant en place un commandement national de lutte contre les criquets pèlerins. Sa composition et ses missions à découvrir dans ce 20h. Dans ce journal, nous irons à Dori, où l'Office national de l'eau et de l'assainissement est une fois de plus sous le feu de la critique. Les clients de l'ONEA de cette ville sont confrontés à des difficultés pour obtenir de l'eau potable et nombreux d'entre eux se contentent de l'eau provenant des mares. Que s'est-il passé? Explication à suivre dans quelques minutes. Et puis cette actualité dans le milieu du sport, Aristide Bansé met fin à sa carrière internationale. Le joueur burkinabé rapproche ainsi avec la sélection nationale. Il sera avec nous dans ce journal pour donner les raisons de sa décision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu ce matin le rapport 2019 du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Et dans l'après-midi, le chef de l'État a reçu les responsables de presse privée ainsi que l'ambassadeur de Belgique en fin de mission au Burkina. Les détails de ces audiences avec Souleymane Sanou et Sekou Zango. Le rapport d'activité 2019 du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCROUN, remis au président du Faso, Léandre Bassolé, et son équipe ont partagé les préoccupations de l'institution avec Rochmar Christian Kabore. La réconciliation nationale avec pour thème central l'inclusivité et la pacification de la période électorale sont ici évoquées avec le chef de l'État. Et sur la question de la période électorale, le HCROUN souhaite un débat apaisé de tous les acteurs politiques. Nous souhaitons donc prévenir, lancer cet appel-là pour que chacun, pendant cette période électorale, soit un acteur de paix à travers la campagne qui va s'ouvrir, à travers l'adresse aux militants, à travers l'adresse aux autres populations que chacun voudra conquérir et avoir de leur côté. À la suite de la délégation du HCROUN, les éditeurs et responsables de presse privée. Au menu des échanges, les difficultés rencontrées par les entreprises de presse privée, difficultés accentuées par la crise liée au Covid-19. Ces difficultés tournent entre autres autour de la question de l'accès à la publicité, les problèmes que nous avons par rapport à la subvention. Nous avons interpellé le président effectivement si la question pour voir dans quelle mesure l'État pourrait contribuer effectivement à une sorte de rallonge par rapport à cette subvention. En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume de Belgique est ici pour faire ses adieux au président du Faso. L'Iven de la Marche quitte le Burkina après 4 années de service à la coopération et le diplomate rassure de la continuité de l'excellence des relations entre les deux pays. La saison d'hivernage s'est installée au Burkina Faso avec ses lots de désagréments. Vous le savez, certaines régions connaissent déjà de graves inondations avec des dégâts matériels importants et même des pertes en vies humaines. La situation interpelle les premières autorités, d'où cette concertation entre le chef du gouvernement et les gouverneurs de région. Autre sujet abordé à cette rencontre, le recrutement d'enfants à des fins terroristes et le Covid-19. Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Rencontre entre le Premier ministre et les gouverneurs de région. Une réunion pour échanger sur les intempéries liées à la saison pluvieuse. La météo annonce une pluviométrie abondante pour cette saison. De nombreuses localités viennent d'enregistrer les premières grosses pluies et déjà on note des inondations ça et là, des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Face au risque de calamité ainsi annoncé, il paraît important d'anticiper sur les mesures de prévention et de gestion afin pour atténuer ou à tout le moins réduire les effets de ces intempéries sur nos populations. D'où l'urgence pour nous d'évoquer avec vous
les mesures à prendre dans le cadre de l'activation du plan Orsec. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été prises et les instructions du chef du gouvernement sont fermes. Ces instructions ont été claires. Nous devrons travailler à ce que les zones inondables ne soient pas habitées, que ces zones inondables, là, il n'y ait pas une possibilité d'empêcher l'eau de circuler et que, en cas de difficulté, nous puissions travailler pour trouver des solutions. Donc les maires ont été interpellés, les services techniques ont été interpellés, les gouverneurs ont été interpellés. Sur le front sécuritaire, il y a également urgence. Les terroristes recrutent dans les rangs des enfants en situation difficile. Sur la question, des dispositions doivent être prises. Nous avons instruit les gouverneurs pour que cette circulation des enfants soit mieux surveillée, pour qu'on puisse les récupérer en cas de découverte d'enfants qui sillonnent et qui n'ont pas où aller. Les échanges ont aussi porté sur la maladie à coronavirus. La situation est sous contrôle, mais attention, prévient Christophe Dabiré, la vigilance doit rester de mise pour éviter une résurgence de la maladie, surtout avec l'ouverture des frontières qui est annoncée pour bientôt. Le Burkina Faso est dans un contexte sécuritaire difficile qu'il faut éviter à tout prix, le trafic illicite et la vente des armes et munitions. C'est tout le sens d'une nouvelle plateforme mise en place par l'État burkinabé. Il s'agit d'un système d'information, de gestion et de suivi du transfert des armes à feu et des munitions civiles et militaires. Présentation avec Bernard Kombelem et Sébastien Zongo. C'est une plateforme de logiciels qui vient remplacer le travail quasi manuel de gestion et de suivi des armes et des munitions qui est présenté au ministre de la Sécurité. Elle vient résoudre l'absence de synergie entre les acteurs clés du système et permet notamment le suivi du transfert et des commandes en rapport avec les importations légales, mais aussi la traçabilité des armes civiles et militaires depuis la fabrication jusqu'à l'utilisateur final. On peut permettre donc à un policier, dès lors qu'il voit quelqu'un, même dans un maquis, qui porte une arme, d'identifier l'arme en question, et même le détenteur lui-même aussi doit être identifié. Voyez, non? Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est un système collaboratif de sécurité, et au-delà de sécurité, même je peux dire que, et même d'administration. Ce fruit de l'expertise nationale permet aussi de suivre les infractions liées ou impliquant une arme ou une munition donnée. Il s'intègre dans un schéma global de réalisation informatique dans le cadre du projet IRAPOL, identification, rapprochement, analyse de police. C'est quelque chose qui va nous faciliter le travail dans la recherche d'informations sur les crimes, sur les aspects de police judiciaire, mais aussi d'autres informations, même de type commercial, même de type de la circulation routière, sur le mouvement des personnes. Le domaine est vaste. Donc son utilisation dépendra de ce que nous voulons. C'est pourquoi je parlais de vision. Le ministre de la Sécurité appelle les utilisateurs à nourrir le système en données pour en faire un outil stratégique dans la lutte contre le trafic illicite des armes et des munitions. Et dans le combat contre le terrorisme, des cas de violation des droits humains sont souvent dénoncés. C'est un sujet d'actualité au Burkina Faso et les mises en cause sont souvent des éléments des forces de défense et de sécurité. Alors, quelle stratégie pour un meilleur respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme et dans la prévention de l'extrémisme violent? La question est au centre d'une rencontre à laquelle prennent part des éléments des forces de défense et de sécurité. Urbain Benito Soumé et Amadou Marcel Tour. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Burkina. 30 officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité renforcent leurs connaissances en matière de droits de l'homme. À cette rencontre d'échange, il s'agit pour ces acteurs de s'approprier les bonnes pratiques pour mener à bien leur mission sur le terrain. Les acteurs des droits humains au plan national comme international accusent nos forces de défense et de sécurité de violation des droits humains dans cette lutte contre le terrorisme et invitent en même temps l'État burkinabé à prendre des mesures
pour renforcer la protection des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Rester toujours professionnel face à l'adversité, c'est du reste le souhait de l'autorité à l'endroit de ce personnel qui est avant tout garant de la sécurité dans les sociétés. Certains de ces officiers ont participé au plan international à des opérations de maintien de la paix dans d'autres régions en Afrique. C'est l'occasion pour eux de partager ce qu'ils ont vécu comme pratique dans ces régions-là avec leurs frères d'armes qui n'ont pas eu cette chance. Nous avons besoin d'une très bonne collaboration et d'une compréhension mutuelle. Cette rencontre se veut par ailleurs une occasion pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité de renforcer leur collaboration. Toute chose favorable à la lutte contre les forces du mal. Il constitue également un maillon important de la chaîne de protection des droits humains. Nous parlons des acteurs de la justice chargés du traitement des dossiers tels que l'extrémisme violent et les crimes économiques et financiers. Dans le but d'accélérer les procédures dans le traitement de ce genre de dossiers, des magistrats et des greffiers sont en formation à Koudougou. Pour David Bambara, Amadou Marcel Tou. Magistrats pour d'autres et greffiers pour certains. Ces acteurs intervenant dans la gestion des dossiers relatifs aux crimes économiques, financiers et terroristes s'approprient les nouvelles réformes judiciaires afin de rendre plus efficaces et crédibles leurs différents cabinets. Nous avons procédé à d'importantes réformes, notamment en créant des pôles spécialisés dans la lutte contre les crimes économiques et financiers, dans la lutte contre les infractions liées au terrorisme. Et donc, un nouveau code de procédure pénale également a été adopté. Donc, c'est un ensemble d'innovations qu'il faut que les acteurs maîtrisent. Et pour de meilleurs résultats, il s'agira pour le ministère de la Justice de promouvoir davantage la lutte contre la criminalité organisée et d'impulser une meilleure procédure de l'instruction des dossiers. Dans sa démarche, le département bénéficie du soutien du PNUD. Il s'agira d'équiper les magistrats et les greffiers en techniques et outils qui peuvent permettre d'améliorer le fonctionnement et la gestion de leur cabinet, de mieux instruire ces dossiers, le dossier en rapport avec les crimes économiques, crimes financiers, mais également les crimes liés au terrorisme, et par conséquent de contribuer vraiment à asseoir une justice qui soit au service de la consolidation de la paix, au service de la cohésion sociale et au service du développement économique et social. Prévu pour une semaine, cette session de formation concerne plus de 70 magistrats et greffiers des juridictions spécialisées chargés des dossiers de crimes. Elle vise à terme une meilleure productivité des acteurs du domaine. Autre titre de l'actualité dans ce 20, les criquets pèlerins se signalent en Afrique orientale, une zone qui semble bien loin de chez nous, mais le Burkina Faso s'inquiète et joue la carte de l'anticipation. Le ministère en charge de l'agriculture met en place un poste de commandement national de lutte contre les criquets pèlerins. Cette brigade a été installée ce mardi à Ouagadougou. Découvrons sa composition et ses missions avec Issaka Fando et Ernest Kambiri. Ils sont déjà signalés en Afrique, notamment au Kenya, en Ouganda et au Soudan. Les criquets pèlerins menacent la sous-région ouest africaine, dont le Burkina fait partie. Et la menace est permanente et très grande même, selon la FAO, l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation. Déjà confrontés à d'autres ravageurs comme la chenille lésonnaire d'automne et les oiseaux granivores, le Burkina joue la carte de l'anticipation. Au ministère en charge de l'agriculture et dans le cadre du plan national anti-acridien, le poste de commandement national, une brigade de 59 compétences est ici installée. La mission parie à toute éventualité. Le dispositif est mis en place pour anticiper. Et aujourd'hui, c'est l'installation officielle du poste de commandement qui sera chargé de coordonner, qui sera chargé de mobiliser les partenaires, qui sera chargé de jouer le rôle de veille afin de permettre que nous puissions éventuellement faire face à ces fléaux. Installés donc, les membres du PCN doivent travailler à rendre opérationnel le plan national d'urgence anti-acridien déjà élaboré en collaboration avec les postes de commandement opérationnels régionaux, tout en ayant en tête les dégâts déjà causés en 2004 ici même au Burkina par ces criquets pèlerins avec plus de 62 000 hectares de cultures détruites.
Des résultats satisfaisants engrangés malgré les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. C'est ainsi que l'on peut évaluer le niveau d'exécution du programme d'approvisionnement en eau et assainissement, un programme a démarré en 2018 au Burkina Faso. À Ouagadougou, les acteurs chargés de sa mise en œuvre font le bilan au cours d'une session ordinaire. Jean-Eudes Béala et Caroline Ouari. Cette rencontre marque la deuxième session ordinaire du comité de revue du programme d'approvisionnement en eau et assainissement au sigle PAEA. Il y a de la satisfaction dans l'ensemble au regard des résultats engrangés dans la mise en œuvre du programme. Le taux d'exécution physique du premier semestre c'est limité à 43%. Sur un taux d'exécution financière qui était acceptable de 86%. Voilà, donc en termes d'activité, les acquis majeurs, on a pu totalement achever la réalisation d'environ 129 forages équipés de pompes à motricité humaine. Et nous avons engagé aussi la sélection des bureaux d'études. Il y a 7 études thématiques et pour pouvoir un peu, qui visent l'objectif surtout d'une meilleure connaissance des ressources en eau. Nous avons aussi procédé au renforcement des capacités d'environ 300 agents du ministère dans divers thèmes. Le PAEA est financé à hauteur de 185 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le Burkina et les bénéficiaires du programme. Démarré en 2018, le programme est prévu pour une durée de 5 ans. Autre point de l'actualité, l'Office national de l'eau et de l'assainissement fait encore parler de lui à Dori. Dans cette ville, l'ONEA n'arrive pas à approvisionner les populations en eau potable pour des raisons de panne de ses installations. En attendant, certains habitants de Dori n'ont de choix que de se retourner vers les mares à la recherche d'eau. Constat et explication avec Albert Nébier et Pinizé Ignanou. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Dori, l'eau potable reste la principale préoccupation des populations. Aucune goutte d'eau ne sort des robinets. On a fait le tour, il n'y a même pas l'eau. On leur demande, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à faire pardon, parce que ça ne va pas. Quand même, ils n'ont qu'à voir. Depuis comme 3 jours, il n'y a pas l'eau. C'est pas normal, c'est la saison de pluie aussi, et puis l'eau ne vient pas, c'est pas normal quand même. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous aussi. Dans les ménages, dans les services, dans les lieux de commerce, partout, l'eau liquide précieuse se fait rare. Pour satisfaire leurs besoins, certains se rabattent sur l'eau des mares. Il n'y a pas l'eau, on est là ici en train d'enlever l'eau là comme ça. Les gens sont regroupés, 2 jours l'eau là ne vient pas. En tout cas, c'est difficile. Donc, si c'est propre, on va aller même boire, préparer même. Pour poursuivre les activités, certains font recours aux sachets d'eau. Vraiment, c'est trop difficile parce qu'il y a de cela 3 jours qu'on est en manque d'eau. Même pour se laver, c'est problème. On est obligé d'aller chercher des packs d'eau pour venir préparer afin de satisfaire les clients. On est obligé de prendre les lots de 25-25, 3 paquets avant de terminer la soirée d'hier. Et aujourd'hui, voilà, on n'est pas ouvert. Donc, le maquis là est fermé d'abord. On ne sait pas demain là comment ça va donner. Qu'est-ce qui explique cette pénurie d'eau potable? Le responsable de l'ONEA Dori explique. En décembre 2019, nous avons reçu une nouvelle installation réalisée par l'entreprise ASIBF. Et depuis lors, ce sont ces installations que nous exploitons. Il se fait que depuis le mois de mars, nous fonctionnons avec 3 pompes, mais depuis le mois de mars, il y a 2 pompes qui sont à l'arrêt et nous fonctionnons avec une seule pompe. Et tout dernièrement, c'est cette pompe-là, l'unique pompe-là, qui est tombée en panne. Voilà comment le problème s'est passé et qu'il y a eu pénurie d'eau en ville, à Dori. Mais à l'heure où je vous parle, nous avons pu mettre une pompe en marche. Pour une solution définitive à cette pénurie d'eau potable, selon le premier responsable de l'ONEA Dori, un appel sera fait à l'entreprise ASIBF afin qu'elle reprenne les installations de ces machines de pompage. Ici, dans la capitale, l'ONG Jipaigo offre du matériel médico-technique au ministère de la Santé. Ce matériel servira notamment à renforcer les compétences des prestataires de soins dans le domaine de la santé et de la reproduction. La valeur du matériel est de 55 millions de francs CFA et la cérémonie de remise est intervenue hier. Jean-Eudes Bayala et Vincent Tchendrebego. Du matériel médico-technique,
C'est le don que l'ONG DHPGO Burkina fait au ministère de la Santé. Le matériel qui vient renforcer les capacités du ministère dans ses prestations en matière de santé de la reproduction et de la famille. On sait que les méthodes de planification familiale sont données gratuitement, mais les évaluations ont montré qu'il y avait un besoin en matériel médico-technique. Donc nous avons accompagné pour que les prestataires puissent pouvoir utiliser les méthodes sans problème. C'est la directrice de la santé de la famille qui a reçu le matériel au nom du département de la santé. Et ce matériel vient faciliter l'opérationnalisation de la gratuité des soins dans la planification familiale au Burkina Faso. C'est vraiment un don qui est adéquat, qui est arrivé à pic. Et vous le savez que nous allons passer, depuis juillet, nous sommes passés à échelle pour ce qui concerne la gratuité donc, de la PF. Donc ce matériel va beaucoup aider pour offrir des services de qualité à nos femmes. Selon le ministère de la Santé, les nouveaux équipements seront répartis dans plusieurs régions du pays, notamment le centre-est, le centre-sud et le centre-ouest, ainsi que 2 districts sanitaires de la région du centre. Pour Alphonse Kossi Texiabo, il ne s'agit pas d'un don, mais du résultat d'une tentative au jeu de hasard de la loterie nationale la burkinabé. La chance lui a souri et il est l'heureux gagnant de la somme de 134 millions de francs CFA. Le désormais millionnaire a reçu son chèque vendredi dernier à Bobo Dioulasso des mains du directeur général de la LONABé. Le témoignage de Kassoumi Logo et Karim Sissi. 134 48 000 francs CFA. C'est le super lot décroché par Alphonse Kossi Tsobo. Le gagnant avait pris part au 4+1 du PMU du dimanche 5 juillet 2020 avec une mise de 3 600 francs CFA. Je suis maçon et j'ai travaillé pour les gens. Mais maintenant, moi, je veux entrer dans l'immobilier et déployer cet argent dans les projets qui peuvent amener beaucoup de personnes à gagner aussi, à gagner leur vie dans ce gain que j'ai eu aujourd'hui. Pour le directeur général de la LONABé qui a remis le chèque, ce gain est le premier super lot décroché depuis la reprise des courses du fait du Covid-19. C'est un montant qui peut représenter un capital pour un investissement futur. Et donc nous allons lui demander d'approcher les structures qui accompagnent la création des entreprises, les structures qui sont à même de l'aider pour qu'il puisse monter son affaire. Et à l'heureux gagnant d'inviter à son tour les parieurs à toujours croire en la LONABé. La chance peut sourire à tout moment. À présent, cette nouvelle tombée ce 21 juillet dans le milieu du football burkinabé. Aristide Bansé raccroche avec la sélection nationale. Il met fin à sa carrière internationale avec le Burkina Faso, une carrière entamée depuis 2003. Le récit de Jérôme Tsenderbego. Victoire face au Ghana, et moi c'est cette victoire que je retiens. Allez, salut, c'était Aristide Bansé. Fin de carrière internationale pour Aristide Bansé. L'attaquant des étalons l'a annoncé après une audience avec le président du Faso, son excellence M. Rochma Christian Kaboré, premier capitaine des étalons, à qui il a remis son maillot flanqué du dossard 15. Médaillé d'argent et de bronze avec les étalons en Cannes 2013 et 2017, Aristide Bansé a passé 17 ans de sa carrière à défendre les couleurs du Burkina avec 24 buts inscrits en 79 sélections. Le néo-retraité a mis son talent au service de 22 clubs en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. En attendant une éventuelle reconversion, Aristide Bansé, 36 ans, est toujours sous contrat avec le Orea AC de Guinée. On salue toute la population de Ouagadougou. Voilà, comme annoncé, Aristide Bansé est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme cela a été dit, vous avez donc décidé de mettre un terme à votre carrière internationale. Aristide Bansé, pourquoi maintenant? Bon, moi j'ai trouvé ça très nécessaire. Et c'est vrai que, en tout cas, ce n'est pas une décision très facile à prendre.
Voilà, en tout cas, moi, je pense que c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Je pense que j'ai quand même beaucoup apporté pour ma nation. Voilà, j'ai quand même joué assez de matchs et je pense que pour moi, il est temps, en tout cas, de laisser la place aux plus méritants. Voilà, aux plus méritants, en tout cas. Je retiens quand même, en tout cas, des belles choses avec l'équipe nationale, avec mes amis. Je remercie tout le monde, le président de la Fédération et le ministre des Sports, et aussi le président de la République, M. Roch Christian Kaboré, qui m'a vraiment remercier pour tout ce que j'ai fait aussi pour le pays. En tout cas, vraiment merci à tout le monde. On reviendra sur les remerciements, mais en attendant, vous avez porté les couleurs du Burkina pendant 17 ans. Quel souvenir de votre passage donc au sein de la sélection nationale? Bon, moi je pense que si on veut parler de souvenirs, je pense que je me rappelle bien lors de notre finale en 2013. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester en tout cas dans ma tête. Voilà, parce que nous sommes allés là-bas et bon, les gens n'ont pas eu confiance en nous. Je pense que c'est notre première finale. Voilà. En tout cas, je dis encore félicitations encore à toute l'équipe de 2013 et encore il y a la CAN 2017 où nous avons arraché la médaille de la 3e place. Voilà. Je pense que quand même, on a eu quand même 2 médailles et les plus jeunes qui arrivent derrière, je pense qu'ils n'ont pas le choix, c'est de faire plus mieux que nous. Voilà. Essayer de ramener cette coupe ici au Burkina Faso. Alors, en rapport donc avec cette retraite internationale, est-ce une décision définitive, irréversible, ou bien est-ce que vous pourriez revenir sur cette décision? Bon, moi je pense que ça, en tout cas, la décision, normalement, c'est une décision vraiment claire. Voilà, parce que déjà, j'ai été voir notre président, notre premier capitaine de l'équipe nationale, le président de la République. Donc, je pense qu'en allant déjà là-bas, donc, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Vous pourriez repartir pour lui dire que vous revenez sur votre décision. Est-ce que ce n'est pas interdit? Non, je sais que ce n'est pas interdit, mais je pense que souvent dans la vie, il faut chercher directement à se reconvertir très rapidement. Voilà. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup pensé, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais je peux rester encore dans le groupe, mais pas sur le terrain. Je peux être peut-être dans le staff de l'équipe nationale. J'ai déjà parlé avec le président de la fédération. Rester, pourquoi pas, et pousser les jeunes joueurs. Voilà. Justement, vous parlez de reconversion. Après le football, la vie continue. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Moi, en tout cas, c'est de rester dans le football. Voilà, parce que c'est ce que j'ai appris depuis tout petit. Voilà, donc, j'ai eu beaucoup de clubs, 22 clubs, et j'ai eu plusieurs pays là où j'ai joué. J'ai joué plusieurs matchs aussi en sélection à l'équipe nationale. Donc, je pense que j'ai assez d'expérience, voilà, pour enseigner les jeunes frères d'ici. Donc, c'est de leur donner en tout cas mon courage, les motiver en tout cas, c'est de rester toujours dans le football. Quel rôle exactement? Un entraîneur futur? Bon, on ne peut pas savoir. Bon, là, on ne peut pas savoir parce que là, je viens d'arrêter. C'est aujourd'hui que j'ai pris la décision. Et voilà, donc je pense que je vais quand même me concentrer et essayer de voir là où qui va être mieux pour moi pour servir mon pays. Et en même temps, je profite en même temps de vous envoyer ce maillot. Wow, c'est voilà, super. Ce beau maillot, voilà. Il ne faut pas dire que c'est au président seulement que j'ai remis. D'accord, les journalistes aussi. Voilà. Merci beaucoup. Non, voilà, mais on va quand même vous poser cette question parce qu'on vous a suivi dernièrement sur les médias et les réseaux sociaux. Apparemment, vous semblez ne pas apprécier tous les journalistes, on va dire. Sur votre page Facebook, vous avez même remercié beaucoup de personnes, sauf les journalistes. Est-ce que vous avez un problème avec eux? Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème avec les journalistes. C'est ce que j'ai oublié. Voilà. En même temps, oui, je profite ici en même temps sur ce plateau, en tout cas, et toutes mes excuses, voilà, avec les journalistes burkinabés, peut-être qui ont cru que je les ai oubliés. Non, je ne les ai pas oubliés. Il y a beaucoup de journalistes qui ont fait beaucoup pour moi. Voilà, je les remercie et je profite encore pour les remercier et pour tout ce qu'ils ont fait pour moi dans ma carrière. Moi, il y a eu des choix. Là où j'ai choisi des clubs, et ce sont des journalistes qui m'ont conseillé. Ça, je veux le dire ici. Donc, il y a eu des transferts. Plusieurs journalistes burkinabés ont participé. Voilà, mais seulement que je ne les ai pas oubliés. Et encore, je les remercie encore pour tout. D'accord, merci. Donc, on dirait que vous êtes rattrapé. Merci Aristide Bassé. Merci d'être passé, donc vous exprimer sur votre retraite internationale avec les étalons. Et bonne chance dans ce que vous comptez faire dans l'avenir. Merci aussi pour les maillots. Et vous restez avec nous pour la suite, on va dire la fin de ce journal. Et pour terminer, je vous annonce que ce soir a lieu l'émission Dialogue citoyen. Nous sommes en duplex avec l'animateur Simon Gongo. Bonsoir. Nathalie Kaouré, bonsoir. Alors, bonsoir à tous. De quoi et avec qui allez-vous parler dans l'émission de ce soir?
Alors, ce soir donc, Nathalie Kaouré, vous avez certainement entendu parler de l'opération 40 000 logements ou encore la restructuration des quartiers non lotis, l'organisation des sociétés immobilières. Ce sont des engagements du président du FASO en 2015 lorsqu'il était candidat à la présidentielle. Eh bien, 5 ans après, on essaie de vérifier tout cela. Qu'est-ce que ces engagements sont devenus? Et c'est naturellement avec le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme qui sera avec nous en plateau juste derrière moi. Alors, il faut rappeler que l'émission, elle est participative. L'émission est participative. Il y aura d'abord 2 citoyens que nous avons invités qui viendront en plateau échanger directement avec le ministre. Et entre les deux, il y aura des appels téléphoniques et aussi des questions sur la plateforme #présimètre.bf/dialogue citoyen. Et tout cela permet aux citoyens qui font cette émission de pouvoir interroger, questionner le ministre donc sur la question de l'habitat et de l'urbanisme. Nathalie Kaouré, c'est tout à l'heure à 21h. Merci et bonne émission à vous, Simon Gongo. Et c'est la fin donc de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTV. Merci encore pour le maillot.